Je vais vous parler d'une décision. Pas la décision d'une personne, pas d'un tribunal et pas non plus d'un jury. Une décision prise par un algorithme, en quelques millisecondes seulement, sans lire votre contenu, sans vous écouter et sans vous regarder dans les yeux. Et cette décision, elle a ruiné beaucoup de vies. Ce soir, dans l'épisode numéro 2 de cet iceberg, on va parler de 4 cas. 4 cas qui vont très loin dans ce que Internet peut proposer. 4 cas où l'algorithme a été le bourreau, parfois directement, parfois parce qu'il a refusé de voir ce qu'il se passait sous ses yeux pendant des mois. Donc j'espère que vous avez de quoi manger, j'espère que vous avez de quoi boire, parce que je vous emmène avec moi pour plonger dans les profondeurs de ce que Internet peut parfois avoir de pire, et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Imaginez un peu, vous avez passé 2 ans à construire une chaîne YouTube. Vous n'avez pas des millions d'abonnés, vous en avez peut-être 50, 100 000. Vous avez quand même quitté votre boulot il y a quelques mois parce que les revenus YouTube étaient suffisants pour vivre. Juste pour vivre, pas richement, pas rouler sur l'or, mais suffisamment pour remplacer votre travail. Et ça, c'est déjà une fierté, c'est bien, c'est super même. YouTube paye votre loyer, votre contenu est honnête, et tout ça grâce aux tutoriels de crochet que vous mettez en ligne, ou des vidéos sur la vraie vie des gens ordinaires, ou du true crime traité avec respect, comme vous voulez. Et puis, un matin, il y a presque 10 ans en arrière, il y a 9 ans précisément, mars 2017, vous vous levez, vous regardez sur votre ordinateur vos revenus du mois en cours, ce qui vous servait de gagne-pain pour vivre a chuté de 80%. Bon, ça paraît un peu obscur comme ça, mais je vous explique. Revenons un peu en arrière, début 2017. YouTube est au sommet, il y a des millions de créateurs, il y a des milliards de vues, et c'est un écosystème entier qui vit de la publicité YouTube. Et puis, en février, les grandes marques commencent à découvrir quelque chose qui va tout faire basculer. Leurs publicités apparaissent à côté de vidéos de propagande terroriste. Des discours de haine dignes d'un certain tyran de la Seconde Guerre mondiale, des appels à la violence. Johnson & Johnson, Mercedes, des dizaines de grandes marques mondiales apparaissent à côté de ce genre de propagande. YouTube est immédiatement sous pression et YouTube réagit plutôt rapidement pour le coup. Un mois plus tard, en mars 2017, la plateforme déploie un nouvel algorithme de détection automatique massif. Le principe, il est très simple. Ça va regarder l'algorithme, le robot, l'IA, va regarder toutes les vidéos, toutes les pubs qui sont diffusées, et si ça correspond pas à ce qu'ils appellent des guidelines, c'est-à-dire un petit peu les règles et régulations qu'ils mettent en place, eh bien c'est fini. La vidéo est démonétisée immédiatement. Sur le papier, c'est une solution logique. Scanner chaque vidéo, identifier les contenus non adaptés et les démonétiser immédiatement. C'est bien. En pratique, c'est un désastre. Parce que le problème, c'est que l'algorithme ne comprend pas la nuance. Si, admettons, quelqu'un fait une vidéo documentaire qui parle de la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a un mot de travers. D'ailleurs, vous pouvez remarquer comme je choisis mes mots avec plus qu'attention, parce que je sais que YouTube sévit très vite. Mais imaginez, quelqu'un qui fait un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale et qui dit un mot de travers sera puni, en tout cas à l'époque, était puni au même titre que quelqu'un qui faisait de la propagande d'une certaine personne de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous avez compris le propos. Elles étaient toutes les deux punies au même moment, au même niveau, avec la même sévérité. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est Philippe De Franco. Vous le connaissez peut-être. Et quand je vous ai dit que quelqu'un avait perdu 80% de ses revenus en quelques jours, eh bien, c'était pas un chiffre tiré de mon chapeau. Philippe De Franco, il avait à l'époque 5,6 millions d'abonnés. Il a pu en parler, il a fait des vidéos là-dessus, et les gens l'ont entendu, parce qu'il avait une certaine place, une certaine notoriété. Mais il y en a beaucoup d'autres, des centaines, voire des milliers, qui eux aussi, du jour au lendemain, ont tout perdu. Par exemple, la fille là que vous voyez à l'écran, c'est Anna Rutherford. C'est une créatrice de gaming dans le réseau Yogscast. 1 300 000 abonnés, 1 million de vues par mois, et elle a soumis plus de 200 vidéos en appel au système de YouTube. 2 seulement ont été acceptées. 198 sont restés démonétisés, et Anna a perdu tout son argent. Argent qu'elle utilisait pour vivre, faire vivre sa famille, faire vivre ses employés. Donc, c'était catastrophique. Et en attendant, ces appels qui prennent parfois des jours, parfois des semaines, et je le rappelle, faire un appel, c'est juste aller voir YouTube et dire « ma vidéo n'a violé aucune règle de YouTube ». Eh bien, ça peut prendre
beaucoup de temps, parfois, comme je le dis, des semaines, et pendant ce temps-là, chaque vidéo passe sans revenu. On peut aussi citer Uziel, qui gérait une chaîne documentaire sur des histoires de femmes. Elle essaye de comprendre pourquoi ces vidéos sont flaguées, et YouTube lui répond que son contenu n'est pas adapté aux annonceurs. Rien de plus, pas d'explication, pas de solution, juste 80% de ses revenus partis en fumée. Et des gens comme Uziel, il y en a des centaines. Elle a témoigné que le projet caritatif qu'elle était en train de mettre en place est mort à cause de ça, complètement. Ils ne pouvaient plus financer les productions, ils n'avaient plus d'argent et ils ont dû laisser tomber énormément de choses. Et vous vous rappelez quand je vous parlais de crochet un peu plus tôt? Eh bien, il y avait la chaîne de Fairy Rings Crochet Things. C'est des tutoriels de crochet, tout simple, démonétisés en boucle. La créatrice fait des expériences, elle upload 2 versions de la même vidéo juste en changeant quelques mots et elle a identifié le problème. En anglais, pour dire ça me dérangeait, on peut dire l'expression It was bugging me, ça veut dire ça me dérangeait. Et c'est cette petite phrase It was bugging me, et d'ailleurs j'espère que YouTube va pas taper sur ma vidéo, qui venait démonétiser toutes ces vidéos. Vidéo de crochet, je le rappelle, vidéo très clean dans son ensemble. Et ça, cette petite phrase, eh bien l'algorithme qui a été déployé à ce moment-là venait fracasser les vidéos de cette personne. Et je le rappelle, bugging, c'était utilisé pour dire déranger. C'est un mot ordinaire, c'est un langage courant, c'est 100% inoffensif, et pourtant, tout était démonétisé. On peut aussi parler de Rob Dyke, true crime, horreur, affaires non résolues, une grosse équipe de production, des vidéos presque tous les jours, de très bonne qualité d'ailleurs, mais après cette apocalypse, qui a dû faire face à de graves répercussions après cette vague de démonétisation, c'est pas seulement Rob Dyke ici, c'est toute son équipe. Et du coup, toutes ces personnes, ils ont subi ce qu'on appelle l'adpocalypse. C'est un jeu de mots entre ad, publicité, et apocalypse. Et par exemple, pour revenir à Rob Dyke, il a dû passer d'une vidéo par jour, train qu'il arrivait à garder en payant toute son équipe, à une vidéo par semaine avec vraiment les moyens du bord parce qu'il n'a pas eu le choix. Et ça, encore, je le répète, mais l'impact il était vraiment énorme. C'était des centaines et des centaines de personnes qui ont subi ça du jour au lendemain. Et puis, évidemment, il y a les créateurs que personne n'a jamais entendus. Ceux qui n'avaient pas assez d'abonnés pour que leur témoignage puisse faire le buzz. Ceux qui ont malgré tout posté des messages de détresse sur les forums parce que, eh bien oui, gagner 800, 900, 1200 $ quand c'est tout ce que vous avez pour manger à la fin du mois, c'est dramatique. Et du coup, eh bien maintenant on a plus de réponses, c'était il y a 9 ans, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que c'est possible? Et surtout, comment YouTube a-t-il pu punir autant de créateurs innocents en si grand nombre aussi rapidement? Eh bien, c'est ça tout le problème de ce qui s'est passé avec l'Apocalypse en vérité. Et quand je vous dis que les gens ont perdu 80% de leurs revenus, c'est pas seulement parce qu'ils se sont fait démonétiser, c'est aussi parce que l'algorithme en 2017, quand il trouvait une vidéo à démonétiser, l'enlevait aussi des résultats de recherche. Et plus que ça, mettait vraiment la chaîne moins en avant dans les résultats de recherche. Donc une vidéo démonétisée est moins mise en avant, moins recommandée, la chaîne est elle aussi moins recommandée, elle génère globalement moins de vues, et moins de vues c'est encore moins de revenus. C'est vraiment une spirale infernale. Et en plus, pour pouvoir contester, pour pouvoir avoir une chance de dire à YouTube « Regardez ma vidéo, elle respecte vos règles », il fallait faire au minimum 1000 vues en une semaine, en 7 jours. Et donc tous les petits créateurs qui vraiment vivaient de ça, qui vraiment faisaient 500, 600, 1000 €, mais pour qui c'était tout ce qu'ils avaient pour vivre à la fin du mois, eux, ils passaient à la trappe, complet. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Eh bien, en vérité, l'Apocalypse n'est jamais vraiment terminé. En 2019, il y a une femme du nom de Nazim Adgam qui s'est présentée carrément au siège de YouTube, à San Bruno, en Californie, avec une arme et a utilisé son arme. Confirming that the shooter was a YouTube user and that she lived in Riverside County. You don't live with them anymore? Okay. Can I just ask, if you don't mind, why you left? Okay. Tom said that no when officers asked her if she wanted to hurt herself or others. A statement from police says because she was cooperative, there was no reason to keep questioning her. Later, her father told police she may have been upset about changes YouTube made around her videos that she was posting. Cette personne a fait plusieurs blessés. Elle a ensuite retourné l'arme contre elle-même et elle a fait l'irréparable.
pourquoi je vous parle de cette femme? Eh bien, parce que sa famille avait alerté la police la veille, inquiète de son comportement. Sa famille disait qu'elle était très en colère, et en colère contre YouTube, parce que toutes ses vidéos avaient été démonétisées. Et attention, ce qu'elle a fait c'est terrible, c'est absolument condamnable, et on ne devrait absolument jamais excuser ce qu'elle a fait là. Mais là où je veux en venir, c'est que quand quelqu'un dépend à 100% d'une plateforme, et que cette plateforme prend, disons, des actions sans vraiment réfléchir à toutes les conséquences, eh bien ça peut vraiment créer des moments dramatiques, comme ce qui s'est passé en 2019, et pas toujours prédictible. Et ça, c'est un souci qui continue sur d'autres plateformes. Et vous allez voir qu'en avançant dans cette vidéo, on va être amené à d'autres cas encore pires que ça, où l'algorithme est, au final, juge, juré et bourreau. Toc toc toc, écoute, j'en profite, je te coupe 5 secondes. Il y a 87% des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne. Donc si tu regardes mon contenu et que tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, ça aide énormément. Je te remercie, ciao. Daddy05. Il y a une vidéo sur YouTube qui a été vue des dizaines de millions de fois. Peut-être que vous-même, vous l'avez vue. Vous l'avez peut-être pas vue, mais si vous avez des enfants, je vous déconseille de la chercher. La vidéo en question, je vais pas vous la montrer. Elle est horrible. On voit deux parents qui fracassent la porte de leur fils. Ils rentrent dans sa chambre. Les parents accusent le fils d'avoir renversé de l'encre partout. Je pense que vous voyez quelle vidéo je parle si c'est le cas. Et le fils, évidemment, il n'a rien fait. Il dit qu'il a rien fait. Il commence à pleurer, il commence à stresser. Mais les parents, vraiment, ils sont très agressifs envers le fils et ils disent si c'est toi, tu as fait ça. Et en gros, voilà, pour résumer, c'est une très mauvaise blague des parents. Voilà, ça c'est la vidéo en question. Dans la vidéo, on voit la mère qui éclate de rire. On voit le père qui dit c'était une blague. Mais l'enfant, lui, il ne sourit pas. Il continue de pleurer. Et cette vidéo, elle a été monétisée par YouTube pendant des mois. Ça, c'est Mike Martin. C'est un père de famille du Maryland. Et en août 2015, il ouvre une chaîne YouTube avec sa femme, Heather. Le nom de la chaîne, c'est Daddy05. Le concept, il est tout bête. C'est une famille normale, c'est des vlogs quotidiens et parfois, trop souvent, des blagues, des pranks. Les premières vidéos, elles sont plutôt innocentes. C'est une famille qui s'amuse, c'est des enfants qui rigolent. C'est le genre de contenu que YouTube adore et que l'algorithme met beaucoup en avant. Les vues augmentent et avec les vues, quelque chose d'autre aussi. L'escalade des pranks. Les pranks, au début, ils étaient ok. On pouvait dire qu'ils étaient plutôt drôles, plutôt légers. Mais plus les vues ont augmenté et plus les pranks sont devenus puissants, violents, humiliants. Plus ça augmentait et plus à chaque fois ça montait d'un niveau. Et les gens qui se faisaient pranker, c'est pas des gens au hasard dans la rue, même si ça n'excuse rien. C'est leur propre famille, c'est leurs enfants, c'est souvent leurs enfants, et c'est plutôt tragique la façon dans laquelle la famille tombe dans une spirale infernale. Et plus les parents, Mike et Heather, découvrent que beaucoup de créateurs YouTube utilisent cette technique. Le choc, ça génère des clics. Et la détresse d'un enfant, ça génère les clics. Des larmes, ça génère des clics. Alors, quand on mixe les trois ensemble, oui, évidemment, ça fait des millions de vues. J'ai retrouvé une vidéo de Heather Martin qui le dira elle-même, plus tard dans une interview. Elle a dit « On a commencé par quelque chose qui n'était pas grave, et on a continué à aller de plus en plus loin pour le facteur choc, plutôt que pour la réalité, pour voir ce qui générait le plus de vues. » La chaîne grossit, 100 000 abonnés, 200 000, 500 000, bientôt le million, et plus ça augmente, plus, comme je l'ai dit, les pranks eux aussi augmentent. Mais YouTube sont très fiers de leur remettre leur bouton de YouTube de 100 000 abonnés, de 500 000 abonnés, de 1 million. À chaque fois, c'est avec une grande fierté. Parce qu'évidemment, la famille font beaucoup de vues. Et j'ai dit que je voulais pas montrer de vidéo, mais je peux vous détailler un petit peu vraiment ce qui se passait dans les vidéos. Par exemple, j'ai retrouvé un moment, c'est un clip où Mike, donc le père, pousse physiquement son fils Cody contre une étagère. Cody se cogne, Cody pleure, il crie, mais la caméra elle filme. Et Mike rigole. J'ai aussi trouvé une autre vidéo où Mike, le père encore, ordonne à un de ses fils de frapper sa sœur. L'enfant hésite, Mike insiste et le fils le fait. On voit aussi les deux parents qui hurlent des insultes à leurs enfants jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sur le sol. Puis les parents qui disent c'était pour rire. Mais à aucun moment l'enfant ne va rigoler. Vraiment, à aucun moment. Et c'est pas du tout un hasard si les vidéos ciblaient toujours les mêmes enfants, principalement Cody, 9 ans, et sa sœur Emma, 11 ans. C'est les enfants biologiques de Mike et les beaux enfants. C'est pas ceux des autres, c'est pas les siens biologiques non plus, et les deux n'avaient pas vraiment de défense au sein de leur propre famille. Et rappelez-vous un peu de Philippe DeFranco, que j'ai mentionné un peu plus tôt. Eh bien, en avril 2017, c'est lui qui publie une vidéo qui dit « Waouh, on doit parler de ça ». Dans sa vidéo, il parle des vidéos de Daddy05, il montre des extraits et il pose directement une question.
Est-ce que c'est de l'abus? La vidéo de Philippe DeFranco a fait plus de 3 millions de vues en quelques jours. Et là, merci monsieur DeFranco, Internet réagit, Internet s'embrase, et ce sont des centaines et des centaines de dépositions, de plaintes qui sont faites à la police de l'endroit où habite la famille de Daddy O5. C'est une petite victoire, mais vous allez voir que c'est pas du tout la fin des problèmes pour Daddy O5 et leurs enfants. Assez rapidement, une enquête est ouverte. La mère biologique de Cody et Emma, qui s'appelle Rose Hall, qui n'avait pas vu ses enfants depuis 2014 et qui, d'ailleurs, selon elle, avait été dupée en signant des papiers au tribunal, va se manifester. En mai 2017, elle obtient la garde d'urgence. Emma et Cody retournent vivre avec elle. Mike et Heather, quant à eux, plaident coupables, mais ils plaident coupables via un mécanisme juridique américain appelé l'Alford Plea, où on plaide coupable sans vraiment admettre les faits, de 2 chefs de négligence sur mineurs. Ils sont rapidement condamnés à 5 ans de probation supervisée et en plus ils ont interdiction de filmer leurs enfants. C'est une maigre victoire, ça reste une victoire quand même. Rapidement, la chaîne Daddy O5 est supprimée. Mais voilà la question qu'on se pose tous. Tout ça, ça s'est passé en 2017 et la chaîne, elle a été créée en 2015. Elle a publié ses vidéos pendant un total de 2 ans. Et ces vidéos étaient toutes monétisées et elles généraient de l'argent pour Mike et Heather. Et beaucoup d'argent. L'algorithme poussait ces vidéos et il les jugeait vraiment family friendly. Il mettait beaucoup de publicité dessus et ça pendant 2 ans. Et quand est-ce que, d'après vous, YouTube a supprimé la chaîne? Gagné. Quand l'affaire a été rendue publique, seulement à ce moment-là. YouTube a supprimé la chaîne quand ça a été trop embarrassant pour ne pas réagir. Pas avant, pas quand les vidéos ont commencé, pas non plus quand les premières plaintes ont été déposées. Après. Et là, le plus fou dans l'histoire, c'est que Mike et Heather ont créé une nouvelle chaîne, Family O5, avec leurs 3 autres enfants, et les vidéos reprennent. YouTube laisse faire, encore une fois. Et en juillet 2018, soit 1 an et demi après les premiers scandales, YouTube supprime finalement Family O5. Et au passage, la plateforme publie un communiqué où ils disent que le contenu qui met en danger les enfants est inacceptable. Mais je me répète, la déclaration vient de 2018. Les vidéos d'abus filmés devant des millions de personnes ont commencé quant à eux en 2015. La bonne nouvelle, c'est que Cody et Emma, eux, sont avec leur mère biologique, ils n'ont plus jamais été filmés et on peut espérer qu'ils soient en sécurité. Et c'est tant mieux. Phantom Lord. Imaginez un petit peu que vous soyez en train de regarder un stream Twitch. Le streamer s'appelle Phantom Lord, il a 1,4 million d'abonnés et c'est le 7e plus grand streamer de la plateforme. Et ce soir, comme quasiment tous les soirs, il est en train de jouer. Mais il ne joue pas à un jeu vidéo classique, il joue sur un site de casino en ligne. Il fait notamment gagner des skins de Counter-Strike. Ce sont des objets cosmétiques sur un jeu de tir bien connu, qui valent beaucoup d'argent réel. Et quand je dis beaucoup d'argent réel, c'est parfois un skin. Donc pour ceux au fond de la classe qui ne savent pas c'est quoi un skin, c'est vraiment quelque chose qui permet de changer la cosmétique de son personnage. Et c'est à peu près tout. Et ces skins de Counter-Strike, donc je vais dire CS, valent entre 10 et parfois plusieurs centaines d'euros pour un cosmétique. Et ça, Phantom Lord, il le sait très bien. On le voit miser, on le voit tourner la roue et on le voit gagner. Et il va beaucoup gagner. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes! Fuck you, Milk! Et dans les commentaires, ces viewers le regardent, ces viewers aiment beaucoup. Et certains, évidemment, vont sur le site. Et eux aussi vont miser de l'argent. Beaucoup d'ailleurs sont mineurs. Et la plus grande majorité vont perdre leur argent. Tandis que Phantom Lord, lui, attention, continue de gagner. Parce que, eh oui, c'est lui le propriétaire du site. James Varga. C'est le vrai nom de Phantom Lord. Il a commencé sur Twitch en 2012 en streamant du League of Legends. Il devient très populaire, très populaire, au point que en 2014, il va pivoter vers quelque chose de bien plus rentable. Les jeux de paris sur des skins de Counter-Strike. Et comme je vous l'ai dit, les skins, c'est vraiment des habillages purement esthétiques, cosmétiques. Ça peut être échangé sur des marchés externes et leur valeur fluctue. Certains valent quelques centimes, d'autres des centaines d'euros, comme je vous l'ai dit. Mais rappelez-vous une chose, ce sont des choses qui s'échangent contre de l'argent réel. C'est vraiment un casino. Et Phantom Lord commence à avoir de plus en plus de spectateurs. D'ailleurs, il se met à streamer des sessions sur un site appelé CSGO Shuffle. Chaque stream, c'est des gains spectaculaires. Mais je parle de milliers de dollars gagnés en direct. Ces viewers, évidemment, le regardent. Ces viewers, évidemment, sont jeunes. Et ces viewers, évidemment, se disent « Si Phantom Lord peut autant gagner, moi aussi, je peux le faire. » Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Ils vont aller sur le site, ils vont miser. Et comme je vous l'ai dit,
beaucoup vont perdre. Mais le truc, c'est que Phantom Lord co-possède CSGO Shuffle. Évidemment qu'il n'en a jamais parlé, et que selon les logs Skype récupérés par un hacker qui tentait lui-même d'escroquer le site, retournement de situation, Varga avait demandé à son coopérateur de truquer toutes les cotes en sa faveur pendant les streams. En gros, Phantom Lord jouait avec l'argent de la maison, donc c'était pas son vrai argent, et il jouait dans son propre casino. Je pense que vous comprenez la douille énorme qu'il a fait là. À plus de 1,4 million de personnes et avec beaucoup de mineurs dans le public. C'est en juillet 2016 que le journaliste e-sport Richard Lewis publie son investigation. Il présente les logs Skype, les paiements, les instructions de trucage et l'affaire devient rapidement publique. Et le 19 juillet 2016, Twitch va bannir Phantom Lord de manière permanente. La chaîne est fermée pour violation des conditions d'utilisation. C'est un classique. Et le site internet CSGO Shuffle, lui aussi, va rapidement disparaître après que Phantom Lord se soit fait bannir de Twitch. C'est ciao. Mais c'est pas si facile. En 2018, Varga, donc Phantom Lord, attaque Twitch en justice. Il réclame 35 millions de dollars. Il dit « Twitch m'a banni injustement, sans explication, sans procédure ». Et il va aussi dire que toutes les accusations de Richard Lewis sont non fondées. Twitch va vite riposter avec une contre-attaque. Et là, quelque chose d'intéressant va émerger dans les documents judiciaires. Apparemment, les représentants de Twitch avaient déjà averti Varga à plusieurs reprises au sujet de ses streams de casino. Et on a même une preuve qu'un représentant lui avait dit, par écrit, attention, qu'il pouvait streamer son casino pendant 30 minutes consécutives, pas une de plus. Et le même représentant avait ajouté, dans ses propres mots, je le cite, « Honnêtement, cette règle entière est confuse comme l'enfer. Pourquoi tu peux faire 30 minutes mais pas plus? Est-ce que c'est 30 minutes en une seule session? Est-ce que c'est un cooldown de 30 minutes? Même moi, je ne sais pas. » En gros, ce que je vous dis là, c'est que Twitch savait que Phantom Lord faisait du casino. Il savait la nature de ses streams, évidemment, et il savait qu'il y avait beaucoup de mineurs sur ses streams. Et la sanction, encore une fois, est arrivée très tard. Twitch savait qu'il faisait du casino, Twitch lui avait dit comment ne pas se faire prendre avec les fameuses 30 minutes et Twitch l'a laissé faire. Et quand le scandale a éclaté, Twitch l'a banni pour distraire l'attention du fait que d'autres streamers faisaient exactement la même chose et eux continuaient. Ça, c'est ce que Varga dit dans sa plainte. Et qu'est-ce que le jury a décidé en 2021 après 16 jours de procès? Eh bien, Varga a gagné sur tous les points. Twitch a violé son contrat en ne respectant pas du tout les procédures de notification. Et vous voulez savoir le montant des dommages obtenus par Phantom Lord? C'est 20 720 $ et 34 centimes sur les 35 millions demandés. Alors oui, c'est une victoire symbolique, mais Phantom Lord reste banni de Twitch, parce que Twitch dit que son erreur était purement procédurale. Il n'a pas du tout le droit de revenir. Et du coup, toutes les victimes qui ont mis de l'argent sur le site de casino de Phantom Lord, eux, ils n'ont jamais rien eu, jamais le moindre dédommagement. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est leur argent partir en fumée à tout jamais. Elsa Gate. Il est 7h du matin, vous avez un enfant de 3 ans, vous lui donnez votre tablette, vous lui mettez YouTube Kids, l'application censée être la plus sûre pour les enfants, l'application où d'ailleurs YouTube garantit que tout le contenu a été vérifié. Vous allez préparer le petit déjeuner et vous avez confiance. 15 minutes plus tard, vous entendez votre enfant pleurer et vous appelez. Vous arrivez, vous prenez la tablette, vous regardez l'écran de la tablette, et là, qu'est-ce que vous voyez? Mais le truc, c'est que je ne peux pas vous présenter exactement les scènes dans ma vidéo sans que celle-ci ne soit retirée. Donc, je vais vous montrer quelques screenshots pour ceux qui ne connaissent pas l'Elsa Gate. C'est parti. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enfant en question, il a vu sur sa tablette Spider-Man et Elsa. C'est des personnages qu'il a reconnus, c'est des personnages qu'il aime, qu'il associe à la sécurité, à la magie et au plaisir. Mais le truc, c'est que dans la vidéo, Spider-Man et Elsa font des choses moins de 18. Et cette vidéo, elle avait plus de 100 millions de vues. Retour en 2014, YouTube est en train de devenir la babysitter numérique de toute une génération. Et c'est pas du tout quelque chose que je supporte. Les enfants passent des heures sur leur application et les annonceurs le savent. Les enfants, c'est une cible publicitaire des plus rentables qu'ils soient. Les créateurs, principalement des studios en dehors des États-Unis, beaucoup d'ailleurs en Asie du Sud-Est, certains en Europe de l'Est, découvrent quelque chose de fascinant. Pour qu'une vidéo soit recommandée aux enfants, il suffit d'utiliser les bons mots-clés. Des choses comme Spider-Man, Elsa, Peppa Pig, Mickey Mouse, et l'algorithme va lire ces métadonnées. Il va voir Elsa, il va voir Spider-Man et Kids dans le titre, et il va recommander la vidéo au plus d'enfants possible.
peu importe ce qu'il y a dans la vidéo, parce que c'était à l'époque, mais parce que les mots-clés, les métadatas étaient correctement faits. Et donc, des chaînes un peu bizarres commencent à être créées, des centaines de chaînes, des milliers de chaînes. Et sur ces chaînes, des personnages bien connus dans des situations très étranges, voire même choquantes. D'abord, c'est bizarre, c'est ok, c'est un peu étrange, mais ça passe. Puis ça va vite devenir violent, puis pire que violent pour certaines. Une des chaînes les plus connues, c'est celle de Webbs et Tiaraz, qui est basée, selon les chercheurs, au Canada. Elle est devenue, en 2 mois, la 3e chaîne YouTube la plus vue au monde, avec 1,7 milliard de vues. Oui, j'ai bien dit 1,7 milliard de vues. La plupart des vidéos sont sans dialogue. Elle va juste montrer des personnages comme je l'ai dit, Elsa et Spider-Man, dans des situations que The Hall, c'est un média en ligne, décrivait comme des mises en scène pornographiques dont on attendrait presque la suite. Et j'ai retrouvé une statistique assez incroyable. Une vidéo du 5 janvier 2017 sur la chaîne Spider-Man, Frozen, Elsa et Friends qui compte 107 millions de vues en 4 mois. 107 millions d'enfants qui ont vu une vidéo avec des choses presque pornographiques en 4 mois. Et là, je vais vous parler de la chaîne Toys Freak. Vous devez la connaître, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, gérée par un père de famille nommé Greg Chisholm, qui avait 8 500 000 abonnés et qui figurait dans le top 100 des chaînes les plus vues de YouTube, avant d'être, bien mérité, fermée en novembre 2017. Toutes ces vidéos montraient ces 2 filles dans des situations que beaucoup de personnes ont qualifiées de potentiellement abusives. En juin 2016, 18 mois avant que YouTube agisse, The Guardian publie un article sur Webbs et Tiaraz. Le sujet est là, le problème est documenté, mais rien ne se passe. Et il aura fallu attendre juin 2017 pour que YouTube et sa branche YouTube Kids mettent à jour toutes leurs règles, toutes leurs régulations officiellement pour venir mettre un frein à tout ce genre de vidéos. Ça aura pris des années, et des années pendant lesquelles énormément, je parle de centaines de millions d'enfants, ont eu accès à ces vidéos, ont été recommandés à ces vidéos. Et c'est en juillet 2017 que le fameux hashtag ElsaGate explose sur Twitter. Il y a un subreddit qui est rapidement créé et des milliers de personnes signalent les vidéos en masse. Des dizaines de milliers de personnes rejoignent le subreddit pour traquer le phénomène et aider à le combattre. En août 2017, YouTube annonce interdire la monétisation pour toute chaîne qui fait un usage inapproprié de personnages adaptés aux enfants. Bingo. Sauf que les vidéos continuent. Et c'est le 8 novembre 2017 que YouTube annonce une purge massive. Plus de 50 chaînes sont supprimées. Des centaines de milliers de vidéos sont supprimées. Enfin, fallait que ça arrive un moment. Et oui, ces statistiques donnent vraiment mal à la tête. 620, on note plus de 625 000 sections de commentaires désactivées parce qu'elles contenaient ce que les enquêteurs décrivent comme des conversations de pédophiles. Mais le truc c'est que la purge, qui était plus que nécessaire, attention, a eu un effet secondaire que peu de gens évoquent. Parce que l'algorithme, il a supprimé aussi beaucoup de vidéos qui n'avaient rien à voir avec l'ElsaGate. Des chaînes éducatives, des chaînes de tutoriels pour enfants. L'algorithme avait laissé passer l'horreur pendant 3 ans, et maintenant, pour se rattraper, il effaçait aussi tout ce qu'il n'aurait pas dû effacer. Et c'était vraiment un chaos incontrôlable. D'ailleurs, en 2019, la FTC, donc c'est la Commission fédérale américaine de la consommation, a imposé à YouTube une petite amende de 170 millions de dollars. Bon, évidemment, je dis ça sur le ton un peu léger, une petite amende, parce que le montant est énorme, mais en vérité, 170 millions de dollars, c'est moins d'1% de ce que la plateforme peut gagner en un mois. C'est rien du tout. Et du coup, la question qui se pose, c'est qui fabriquait ces vidéos? Alors, c'est difficile à dire. On a des bribes de réponses. Par exemple, on a pu retracer des studios en Asie du Sud-Est, par exemple au Vietnam, selon beaucoup d'études. Et la plupart d'entre elles étaient vraiment de grosses équipes de production organisées. Les raisons derrière, évidemment, elles sont monétaires. Mais c'est dur. On a retrouvé pas mal d'équipes de production organisées, et la plupart du temps c'était pas simplement un individu isolé, mais c'était bien des équipes de dizaines et de dizaines de personnes. Mais le truc c'est que les commanditaires réels, donc les structures derrière les chaînes, sont vraiment perturbantes, et les raisons qui ont poussé certaines d'entre elles à aller aussi loin, au-delà de l'argent, eh bien on ne le sait pas. Mais la vraie question c'est quel est l'impact réel sur les enfants qui sont tombés sur ce contenu?
Dans tous les cas, ce qui s'est passé pendant l'Elsagate, c'était catastrophique. J'ose pas imaginer le nombre d'enfants qui sont tombés sur des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir de leur vie, le nombre de conversations, le nombre de prédateurs qui ont pu échanger et planifier je ne sais quoi à cause de ces espaces commentaires. Bref, l'Elsagate, c'était vraiment énorme et ça a mis des années avant d'être nettoyé et balayé complètement. Et tant mieux que ça soit fait. Pour les 4 cas qu'on a vus aujourd'hui, on a bien compris que dans ces plateformes, c'est l'algorithme qui décide pour la plupart. L'humain signale, l'humain souffre, l'humain perd tout, mais il ne suffit pas de ça pour enrayer la machine. Il faut que le robot le détecte, il faut que le scan automatique lève un drapeau et il faut que le chiffre change dans un tableau de bord. Ensuite, et seulement ensuite, l'humain va regarder et l'humain va prendre peut-être une décision.